Bonjour, donc parmi les trois oratrices, je suis Ariel Cissot et on va faire une présentation à trois voix. Donc c'est moi qui commence et on va vous parler de notre examen de la résolution de problèmes en mathématiques chez les élèves d'école élémentaire sous le prisme des émotions qu'on va pouvoir induire dans ces tâches-là. Alors, on n'est pas du tout des spécialistes de la résolution de problèmes et du développement des compétences en résolution de problèmes mathématiques. Par contre, on est des spécialistes de l'émotion et de l'humour et on est également des spécialistes de la compréhension verbale, ce qui fait que quand on s'intéresse aux problèmes verbaux, on a un petit peu notre mot à dire et surtout on veut vraiment attirer l'attention sur le rôle des émotions. Alors pourquoi s'intéresser aux relations entre les émotions et les performances en mathématiques? Tout simplement parce que dès qu'on fait une recherche bibliographique, quand on va consulter la littérature scientifique et qu'on met le mot émotion avec mathématiques, ce qui ressort en premier, ce sont des travaux majoritairement sur l'anxiété des mathématiques. Et on voit dans ces travaux que le niveau d'anxiété des mathématiques est corrélé négativement avec le niveau de performance et surtout dans les tâches de résolution de problèmes mathématiques verbaux. Alors, parmi toutes les explications du pourquoi c'est encore plus fort pour la résolution des problèmes mathématiques verbaux, eh bien, il y a tout simplement le fait que le temps de la lecture des énoncés permet à l'anxiété des mathématiques de s'installer et aussi parce qu'on sait par ailleurs que l'anxiété des mathématiques modifie le traitement et l'évaluation émotionnelle du lexique relié aux énoncés mathématiques, le lexique qu'on utilise en mathématiques. Donc voilà, quelqu'un qui a une anxiété des mathématiques va évaluer plus négativement et avec un arousal plus fort, enfin une activation plus forte, les mots le vocabulaire relatif aux mathématiques. Par contre, quand on fait une recherche bibliographique sur émotions et mathématiques, il n'y a pas que l'anxiété des mathématiques à considérer. Et c'est ce qu'on a voulu faire ici, en introduisant plutôt, en étudiant plutôt le rôle des émotions positives. Alors, quand on étudie les émotions en relation avec les performances cognitives, et notamment dans le domaine des apprentissages scolaires, on a deux grandes méthodes. On peut faire de l'induction directe ou de l'induction indirecte. L'induction directe, c'est quand on va essayer de modifier l'état émotionnel des apprenants avant qu'ils fassent une tâche de mathématiques. Et l'induction indirecte, c'est quand on va indirectement essayer d'influencer l'état émotionnel des apprenants tout simplement en leur présentant des stimuli qui ont une valeur émotionnelle. Et on fait l'hypothèse que ça va induire un état émotionnel. Donc on va vous présenter trois études et la première portera sur l'induction indirecte et notamment sur les mots qui sont utilisés dans les énoncés des problèmes mathématiques, sur la valeur émotionnelle de ces mots pour la première étude. Alors, on a développé dans notre laboratoire des normes sur la valence émotionnelle des mots chez les enfants. C'est ce qu'on va utiliser comme matériel. Alors, c'est très intéressant de se dire qu'on ne prend pas des mots qui sont émotionnels pour les adultes, mais des mots qui sont émotionnels pour les enfants. Et on a fait donc évaluer des mots dans cette norme Fan-Child. On a fait évaluer des mots aux enfants âgés de 7 à 13 ans sur deux échelles classiquement utilisées dans la littérature, le Self-Assessment Mannequin, où on a un score de valence et un score d'arousal. Et on a découvert que ça évoluait avec l'âge et que ce n'étaient pas du tout les mêmes mots qui sont les plus appréciés
les plus positifs pour les adultes et pour les enfants. Moi, je donne toujours cet exemple. Et puis, il y a un effet du genre, bien sûr. C'est que chez les garçons de 9 ans, le mot le plus positif, c'est le mot sandwich. Voilà. Donc, c'est étonnant hein, de se dire que c'est peut-être pas le plus positif pour les adultes, alors qu'il y a les mots amour, ami, etc. dans cette norme de 720 mots. Alors, j'ai pris des petits exemples qui peuvent résonner aujourd'hui pour vous montrer que ça évolue. Donc, le maxi de la valence positive sur cette échelle, c'est 9. Et vous voyez que l'école, elle est relativement positive à 7 ans. C'est un mot qui est évalué comme étant relativement positif et que ça descend quand même pas mal jusqu'à 13 ans. Du coup, on a regardé ça pour les mathématiques. Le mot maths, on leur avait mis le mot maths. Le mot maths descend aussi pas mal, mais peut-être moins que le mot école au niveau de sa valence. Et quand on compare les garçons et les filles, alors je ne dis pas qu'on étudiait directement le stéréotype hein, du genre en relation avec les mathématiques, mais on voit hein, que ça descend aussi et que les filles sont toujours, on trouve toujours que le mot maths évoque moins d'émotions positives que les garçons. Alors, une fois qu'on connaissait des mots qui allaient résonner, on s'est dit que l'anxiété des mathématiques, ça conduit à un évitement de la pratique des mathématiques et à moins d'engagement dans les tâches en mathématiques. Et donc notre objectif dans cette petite étude, c'est de se dire, on va essayer de donner envie de pratiquer la résolution de problèmes, donc de faire des exercices de mathématiques en constituant des énoncés de problèmes sur lesquels on va juste changer la valeur émotionnelle des objets qu'il faut additionner ou soustraire. Et on a travaillé sur les élèves de CE1. Donc, alors c'est une étude qui a beaucoup de limites, hein, mais qui a été quand même répliqué plusieurs fois. Et là, je vous présente les résultats obtenus donc, sur 97 élèves. Et donc, on a sélectionné des mots positifs, bonbons, panda, cadeau, fraise, jouets, fleurs, médailles, cerf-volant, et des mots neutres pour les enfants, hein, qu'ils estiment neutres à l'âge considéré. Et on a constitué des petits énoncés tout simples de problèmes, alors en collaboration avec les enseignants. Et on a repris, je vais vous les montrer, les énoncés, hein, et on a repris une procédure qui est inspirée de Bryan et Bryan 1991, qui est l'étude la plus citée sur émotions et mathématiques. Et dans cette étude, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, ils ne demandent pas aux enfants de faire les exercices, ils leur disent juste, leur VD, c'est combien tu penses que tu vas faire d'exercices. Donc, on a repris cette idée-là en disant aux enfants qu'ils allaient devoir indiquer leur envie de continuer après chaque exercice à pratiquer, hein, c'est ce qui nous intéressait, à pratiquer et donc à faire des exercices. Il y avait donc 2 livrets d'exercices. Le nombre d'exercices qu'on a laissé, on a fait beaucoup d'études pilotes pour savoir, parce que je vous raconterai après l'anecdote, mais donc ils ont des exercices avec des mots de valence positive et des exercices, un deuxième livret avec des mots de valence neutre, des additions et des soustractions. Et c'est manipulé en intra-sujet, c'est-à-dire que les enfants qui, la première semaine, faisaient des exercices, avaient un livret d'exercices aux énoncés positifs. La semaine d'après, ils avaient un livret d'exercices aux énoncés neutres. Donc, hop, voilà. Donc voilà ce qu'on disait aux enfants au début. Vous allez devoir faire autant d'exercices que vous le voulez. Et dès que vous en avez assez, vous arrêtez. Ne vous forcez pas à continuer. Ce qui compte pour nous, c'est que vous arrêtiez quand vous en avez assez. Vraiment, on avait mis l'emphase sur la liberté de pratiquer ou pas. Et on leur disait, le but, c'est pas de nous faire plaisir, c'est pas évaluer, etc., etc.
Donc voilà ce que ça donnait, vraiment des énoncés tout simples. Voilà pour un énoncé positif. Tu as 7 médailles chez toi, à la fête de l'école, tu en gagnes 2. Combien as-tu de médailles? Alors, on avait fait aussi une étude pilote et on avait remarqué que les enfants faisaient plus d'exercices si on disait tu que si on disait Laura, Léo a X médailles. Voilà, ça implique énormément l'enfant et ça c'est significatif. Donc nous, on ne fait que des énoncés avec le tu. Donc voilà, et on lui demandait aussi d'écrire sous forme de phrase pour un petit peu être sur le verbal. Et ensuite, il avait une petite échelle après chaque exercice. As-tu envie de continuer à faire des exercices? Un gros non, un petit non, je ne sais pas, un petit oui, un gros oui. Ensuite, on reprend exactement les mêmes types d'énoncés, hein, mais là, il ne s'agit plus d'une médaille, il s'agit d'une trousse, un mot neutre. Voilà, exactement pareil. Est-ce que tu as envie de faire des énoncés, des exercices? Donc, ce que nous avions, c'était le taux d'exercice réalisé pour chaque livret, positif ou neutre, le taux d'exercice réussi et cette envie moyenne qu'on a codée avec 1 point pour non et 5 pour oui, pour le grand oui. Alors, les résultats, eh bien, on observe un effet significatif de la valence émotionnelle sur le taux d'exercice réalisé. Donc, c'est-à-dire que les enfants vont réaliser plus d'exercices du livret positif que du livret neutre, et c'est significatif. On observe également, est-ce que c'est bien ce que j'ai mis? Voilà, là c'est le taux d'envie, donc l'échelle elle va de 1 à 5. Donc on observe également un effet significatif de la valence émotionnelle sur l'envie de faire l'exercice suivant. Donc pareil, hein, toujours en orange les exercices positifs, le livret positif, et en bleu le neutre. Par contre, on n'a pas eu d'effet significatif sur le taux d'exercice réalisé, même si le graphique nous montre qu'on a une tendance qui va dans le bon sens, mais ça n'a pas influencé la réussite des exercices. Je ne vous détaille pas, mais il y avait des additions et des soustractions, et l'effet est encore plus fort sur les soustractions. Voilà. Alors oui, pour la petite anecdote, quand on a mis en place cette étude, on a fait pas mal d'études pilotes pour bien construire les exercices, on va jusqu'aux centaines, enfin bon... Mais ce qui nous a, la première fois qu'on a donné un livret positif, on a essayé aussi de mélanger des exercices positifs avec des exercices neutres. Donc, et ça ressort, quelle que soit la combinaison des items. Mais la première fois qu'on l'a fait, c'était juste avant la sortie, après la récréation de l'après-midi. Et les élèves sont tous sortis en retard. Ils ont voulu finir. Parce qu'on avait testé combien on mettait d'exercices. Donc on était arrivé à 18. Mais la première fois, on en avait mis beaucoup. On ne savait pas. Et du coup, ils ont voulu tous finir le livret positif. Donc c'était rigolo. La maîtresse n'avait jamais vu ça, que les élèves voulaient finir. Alors qu'on leur avait dit, tu n'es pas obligé de finir. Donc ça, c'est l'anecdote. Mais c'est parce que c'est un fait. Bon, l'étude a des limites. Mais c'est un fait qui est vraiment robuste. Donc, que retenir de cette étude? C'est qu'on va essayer de donner envie de travailler avec du matériel émotionnellement positif à l'école. Ça, on n'arrête pas de le dire. Donner envie aux enfants de pratiquer pour apprendre. Hein, je pense que on y reviendra peut-être dans la discussion. Mais c'est important aussi de leur donner envie de pratiquer, surtout quand ils ont une anxiété des mathématiques. Et puis donner envie d'utiliser des outils qu'on développe, hein, comme la norme que je vous ai présentée, parce que c'est très très important de se dire qu'on ne doit pas calquer nos valeurs émotionnelles d'adultes sur celles des enfants pour construire des énoncés qui leur correspondent émotionnellement, qui sont congruents pour eux avec leur représentation du monde. Voilà, je termine et je passe la parole pour des émotions encore plus positives. Merci.
Alors, donc dans la continuité de la première étude, l'idée c'était ici de vraiment mobiliser une autre situation qui pourrait être au service de la réalisation des exercices de mathématiques chez les enfants. Et c'était prendre en compte l'apport de l'humour. Alors ici, on ne va pas manipuler le contenu même des exercices de mathématiques qu'on a souhaité neutre, mais plutôt induire les enfants dans un état émotionnel positif avant d'être exposés à des exercices de mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, dans ce contexte-là, alors oui, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que l'idée ne nous est pas venue de façon saugrenue, quoique on en a des idées saugrenues. En tout cas, ce qu'on a regardé un peu dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a différents encouragements qu'on pourrait considérer, différents résultats encourageants à considérer l'humour dans des situations scolaires. Avec l'idée que l'humour va avoir des effets positifs sur la pensée divergente, des effets positifs sur la motivation des apprenants, donc sur leur intérêt alloué à la tâche, mais aussi propice à la mémorisation des informations qui sont donc délivrées avec humour. Et puis, l'humour peut aussi agir sur quelque chose qui est intéressant à travailler aussi, c'est le lien enseignant-apprenant, donc ce qui permet d'instaurer un climat positif et propice aux apprentissages. Et puis, il y a aussi quelques données qui montrent que la présence d'humour permet de réduire l'anxiété, notamment dans des situations stressantes, ce qui permet effectivement d'aiguiser les habiletés de réflexion. Donc, on s'est un petit peu questionné sur la place de l'humour et c'est quelque chose qui commence à prendre, je dirais, un petit peu plus d'envergure. Alors, il y a eu une première étude en 2012 qui a commencé à se poser la question des effets de l'humour sur les situations de résolution de problèmes de mathématiques et comment est-ce que ça agit sur la performance des élèves. Puis après, il y a eu un trou dans la littérature scientifique. Et puis après, on voit des travaux plus récents dont je vous ai mis la capture écran sur la diapo, qui montre que effectivement l'intégration de l'humour dans les mathématiques peut avoir des effets positifs pour les enseignants, mais aussi pour les élèves en termes de motivation, en termes de réussite, et notamment aussi chez les enfants qui ont des difficultés avec les mathématiques. Alors, on s'est également intéressé, ça je le mets là, est-ce que ça marche? Non? Si. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'humour? Parce qu'on a fait aussi en parallèle tout un ensemble de travaux sur l'utilisation des dessins humoristiques. Donc on a fait quand même plusieurs études qui ont permis d'avoir une batterie de dessins dont on sait qu'ils sont appréciés par les enfants, en tout cas qui suscitent de l'humour chez les enfants, parce que l'humour c'est quand même quelque chose d'un petit peu difficile à étudier. Il faut quand même s'assurer que les enfants ils accèdent à la signification humoristique des dessins. Donc ça c'est quelque chose qu'on a travaillé, mais aussi à la situation humoristique qui peut être dégagée dans différents types de situations. Donc, on n'est pas des spécialistes de l'humour, mais presque. Alors, ce qui nous a aussi interpellés, c'est qu'en 2018, on commence aussi à avoir beaucoup de choses dans la presse tout venant, on va dire, la presse publique, qui encourage vraiment à mobiliser des émotions positives en situation de pratique des mathématiques. Et je vous ai mis un petit encart là, mais c'est vrai que si vous regardez un petit peu, si vous faites une petite recherche sur comment est-ce qu'on trouve des choses sur émotions et mathématiques, en fait, on s'aperçoit qu'il faut essayer vraiment de rehausser les émotions positives lorsqu'on est en situation de faire des mathématiques. Alors, dans ce contexte-là, on a fait une première étude pour essayer de débroussailler un tout petit peu le terrain. Et donc, l'idée, l'objectif principal, c'était d'essayer de voir si effectivement, on peut essayer d'induire les enfants, donc non pas à travers les mots, comme on vous l'a montré tout à l'heure, pas à travers les mots qui sont présents dans les exercices, mais vraiment utiliser des petits dessins rigolos qu'on montre aux enfants avant qu'ils soient exposés à des exercices donc de résolution de problèmes de mathématiques. Donc, dans quelle mesure cette induction d'un état émotionnel va être au service de la réussite? Alors, dans cette petite étude, on avait 131 élèves de CM2, on a travaillé avec 5 classes de l'académie. Et je vous montre tout de suite le petit dispositif auquel on avait pensé. En fait, les enfants, on évalue leur état émotionnel en tout début de séance avec une échelle qu'on utilisait à l'époque. Donc, c'est l'échelle du SAM dont on vous a parlé un tout petit peu, Ariel, tout à l'heure. Donc, c'est une échelle avec 9 items, avec des bonhommes, donc du côté le plus désagréable au côté le plus agréable, et du plus apaisé au plus excité. Donc, on évalue les enfants sur ces deux aspects-là.
Et ensuite, on leur montre donc les petits dessins. Donc on a 4 dessins qui sont issus d'une autre étude que je n'ai pas le temps de présenter ce matin. En tout cas, ces 4 dessins, ils sont évalués comme étant très rigolos par les enfants. Et ces dessins, ils ne sont pas du tout rigolos. Ils sont tout à fait neutres. Et ces dessins, donc, ils sont tous issus on a fait très attention à ça. C'est le même dessinateur qui les a produits, c'est Gary Larson. Voilà, donc dans une situation, les enfants, ils étaient exposés à ces 4 dessins humoristiques. Donc la consigne, c'est de regarder les dessins, d'imaginer l'histoire qu'ils racontent et de les classer, pour qu'ils le fassent quand même attentivement, de les classer par ordre de préférence. Il y a un petit carré qui est juste sous le dessin, pour qu'ils nous disent voilà, quel est le dessin qu'ils préfèrent, en tout cas, quelle est l'histoire qui est racontée par le dessin qu'ils préfèrent. Voilà, donc une fois qu'ils ont été exposés à ces petits dessins, ça prend 5-6 minutes. Ensuite, on leur remet de nouveau l'échelle du SAM pour qu'ils nous disent comment ils se sentent à ce moment précis. Donc ça, c'est pour vérifier que la présentation des petits dessins rigolos a bien un effet sur l'état des enfants, l'état émotionnel des enfants. Et on fait la même chose, évidemment, quand ils sont exposés à des dessins non rigolos. Et dans ces 2 situations-là, l'évaluation de l'état émotionnel des enfants est immédiatement suivie de 4 énigmes à résoudre. Donc c'est 4 problèmes de mathématiques à solutionner. Voilà, je vous ai mis un exemple. Et ces 4 problèmes de mathématiques, donc on les a sélectionnés avec, donc il y en avait 8. On les a sélectionnés avec une équipe d'enseignants qui a travaillé avec nous. Donc on a fait beaucoup de travail sur comment est-ce qu'on fait pour sélectionner ces problèmes, d'où on les prend, combien d'options dans chacun des problèmes. Voilà, bon bref, je vous passe tous petits détails de cuisine expérimentale. Voilà, donc là en fait ce qu'on a fait, c'est que la difficulté des problèmes par contre était croissante. C'est-à-dire que du plus simple au plus difficile, et là vous avez le plus difficile. Donc chaque problème donnait lieu à un score de 5 points. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on apprend ? Dans cette toute première étude, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, quand les enfants sont exposés à des petits dessins rigolos, et qu'après on leur fait faire ces 4 exercices de mathématiques, eh bien, en fait, on s'aperçoit que si on n'a pas vraiment d'effet positif sur la réussite, sur l'exercice 1 et 2 qui étaient les plus simples, on commence à voir quelque chose apparaître sur l'exercice 3 et 4 qui étaient les plus difficiles. Donc les exercices les plus complexes sont mieux réussis par les enfants lorsqu'ils ont été induits dans un état émotionnel positif. Et ce qu'on a pu voir aussi ici, c'est comment bouge l'état émotionnel des enfants à travers les échelles du SAM. Donc on a pu voir quelle était la valence et l'intensité de l'état émotionnel. Ici, vous avez la valence. Quand les enfants, donc on est ici, je vais mettre là, hop. Quand on est ici, donc avant d'être exposés aux petits dessins, donc que les dessins soient non drôles ou drôles, il n'y a pas de différence. C'est à chaque fois, je l'ai peut-être pas dit, c'est les mêmes enfants. Ils font une fois avec les petits dessins rigolos, une fois avec les dessins pas rigolos, et en contrebalance, évidemment. Il y en a certains qui ont commencé par les dessins rigolos et d'autres par les dessins non rigolos. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'avant l'induction, il n'y a pas de différence. Par contre, on commence à voir une différence après l'induction, c'est-à-dire après avoir regardé les petits dessins rigolos. Bon, ils sont un petit peu plus positifs, donc ils sont, je dirais, dans un état émotionnel plus positif qu'après avoir regardé des dessins non rigolos. Et ce qu'on voit surtout ici, c'est qu'en fait, la positivité de l'état émotionnel des élèves donc, va baisser après la résolution des exercices de mathématiques, mais elle est compensée par l'induction de cet état émotionnel positif ici, ce qui fait que les enfants qui ont été exposés donc, aux petits dessins rigolos, quand ils ont été exposés aux petits dessins rigolos, finalement, en fait, ils rejoignent leur état émotionnel de départ. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que la résolution des exercices, effectivement, elle peut bénéficier de l'exposition à des petits dessins humoristiques, que le bénéfice retiré, il est principalement observé, en tout cas nous, on l'a principalement observé pour les exercices les plus difficiles, et que, effectivement, c'est un résultat classique. Après la réalisation des petits exercices, on a une baisse de l'état émotionnel positif. C'est exactement le même patron de résultat qui a été observé déjà pour la dictée, par exemple. Donc ici, on le retrouve aussi, mais finalement, quand on a pris la peine d'induire les enfants, donc de rehausser l'état émotionnel positif au départ, en fait, finalement, l'état dans lequel ils se trouvent à la fin a rejoint l'état émotionnel initial. Donc les petits dessins rigolos gagneraient à être davantage considérés pour leur action positive sur les apprenants.
À toi. Bon, c'est vrai que vu la thématique et vu qu'on est trois, j'ai un peu l'impression d'être dans le rôle les trois drôles de dames, mais bon, j'avais pas le dress code, j'ai pas les baskets. Je vais essayer d'assurer autant que mes deux collègues et amis. Donc on va enchaîner. Bon, je vous induis dans un état positif pour capter votre attention. Ça marche dans les amphis de blaireau là que j'ai, ils sont 800. Donc j'imagine que vous êtes là parce que vous l'avez choisi, donc ça devrait fonctionner. Alors on va continuer sur l'étude dans l'enchaînement de ce que nous a présenté Nathalie, avec l'état, essayer d'induire cet état émotionnel et voir toujours. Alors c'est pratiquement une réplique de l'étude qu'elle vient de vous présenter, donc c'est du beurre pour moi. Alors on a simplement voulu fouiller deux choses supplémentaires. Premièrement, on a voulu regarder de façon plus fine les émotions, sonder de façon plus fine les émotions, en allant regarder du côté des émotions discrètes, on va en reparler d'ici quelques secondes, et puis revenir aussi sur cette anxiété des mathématiques, donc un concept qui vient de façon récurrente depuis le début de ce workshop. Et comme nous l'a expliqué Ariel, cette anxiété des mathématiques qui peut finalement réduire l'engagement dans les tâches de mathématiques et même conduire à un évitement des activités dans ce domaine. Alors, nos sujets expérimentaux. Des enfants de CM1 et CM2. Voilà, donc l'école, les écoles de la région, on a fait au plus simple pour nous. Et surtout, l'expérience a été réalisée dans le contexte de la classe avec l'aide précieuse des enseignants. Alors, si vous voulez bien, on va mettre les mains dans le cambouis. J'adore ça. Mais le cambouis du matériel expérimental. Et on va commencer donc par la mesure des émotions. Donc, cette fois-ci, on n'a pas repris le SAM, mais on est allé fouiller des échelles qui nous permettent de différencier les différentes émotions. Et avec cette échelle donc AEJE, qui présente tout un panel d'émotions discrètes, on en a choisi 10. 5 positives, la joie, l'amusement, qu'est-ce qu'on a, la fierté et d'autres, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis 5 négatives, la honte, l'anxiété, le désespoir, l'ennui. Voilà, alors pour chacune de ces émotions, les enfants avaient une espèce de petit triangle qui était disposé dessous. On n'a pas fonctionné avec les échelles de Likert habituelles. Un triangle ou pour les musiciens, un crescendo, comme vous voulez. Mais ça allait d'une faible intensité, ça allait dans le sens d'une intensité croissante. Et les enfants devaient donc positionner une petite barre pour montrer dans quelle mesure ils ressentaient la honte, la joie, l'amusement, etc. à un moment donné de l'expérience. Voilà, donc ça fonctionne comment pour dépouiller les résultats? C'est pas compliqué, on mesure la distance du point à l'origine et on a la valeur qui est censée nous indiquer l'intensité. Alors c'est une échelle qui est très adaptée à notre population expérimentale, ça fonctionne bien quand on leur a expliqué. Et surtout aussi, comme on va avoir des mesures répétées, on va leur proposer plusieurs fois ces mêmes échelles, ça évite qu'il y ait une sorte de contagion d'une réponse à une autre. Voilà, ils ont du mal à mémoriser le lieu exact où ils ont indiqué leur... Il reste 10 minutes. Ah, tu me connais, tu sais que je ne suis pas bavarde. J'ai plus le droit de faire de blagues. Okay. Alors, pour ce qui est de l'anxiété des mathématiques, on a pris l'échelle modifiée traduite donc, de Zirk Sadowski. Il n'est pas là, heureusement, parce que j'ai dû accrocher son nom, avec 9 items. Donc 9 items, elle est intéressante cette échelle parce qu'elle permet de dissocier donc, l'anxiété des mathématiques liée aux situations d'apprentissage des mathématiques. Donc là, on a un certain nombre d'items. Et puis, dans l'autre partie de l'échelle, on a une anxiété qui est plus associée à l'évaluation même des mathématiques. Voilà, donc sur une petite échelle de Likert, etc. Pour le dispositif expérimental, ça va aller vite, monsieur ou madame la chef, puisque c'est exactement le même protocole expérimental que celui que vous a présenté Nathalie tout à l'heure, donc avec une induction via des dessins et les dessins de Gary Larson, donc pour leur version humoristique versus non humoristique. Alors, ça je le dis, j'en profite, mais on a essayé avec une petite étudiante de faire varier un petit peu ces dessins. Tu le savais peut-être pas vraiment, je ne l'ai pas dit, mais j'en profite. Et en fait, on avait utilisé des dessins de Bart, vous savez, les Simpsons, et Bart qui montrait ses fesses.
Et ça n'a pas fonctionné. Le professeur des écoles, à la fin, a dit oh, bah non, quand même, on peut faire ça. Bon. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut aussi travailler tout ça en cohérence et dans un souci déontologique, voilà, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les enfants. Enfin, cela dit, moi je trouvais que c'était très rigolo, caca pipi. Ça amuse du plus jeune au plus vieux, apparemment, vu votre réaction. Alors, les énigmes à résoudre, exactement les mêmes que Nathalie tout à l'heure, exactement. La procédure expérimentale, donc on a annoncé aux enfants qu'ils allaient réaliser les exercices de mathématiques, puis donc l'échelle des émotions et l'échelle d'anxiété des mathématiques, histoire de sonder au début de l'expérience leur ressenti émotionnel et évaluer donc cette anxiété des mathématiques. Tu es parfaite. On balançait les dessins humoristiques. De nouveau l'échelle des émotions, et ce pour voir dans quelle mesure ce ressenti était coloré par les dessins, dans leur version humoristique ou non, et puis le test de mathématiques, et de nouveau les échelles émotionnelles et d'anxiété. Alors on va commencer par les émotions négatives, si vous voulez bien. Je ne vais pas tout vous présenter, d'abord parce que je suis limitée, et puis parce que je vais vous présenter les résultats les plus jolis. Donc sur les émotions négatives, on avait des résultats statistiquement significatifs de l'anxiété et de la honte. Alors ça fonctionne comment? Eh bien, on voit qu'on a évidemment une anxiété et une honte qui vont augmenter après la résolution, donc en temps 3, hein, après les problèmes. Voilà. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est que cet effet est contrecarré par la présentation des dessins humoristiques. Les enfants qui passaient dans la version non humoristique, enfin, c'était tous les mêmes, hein, mais quand ils avaient ces dessins drôles, eh bien, il n'y avait pas d'augmentation de l'anxiété après la tâche, ni de la honte d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ces enfants qui sont les mêmes, lorsqu'ils étaient dans la modalité rigolote, eh bien, ne montraient pas cette augmentation des émotions négatives comparativement à l'autre modalité. Tu me presses. Pour les émotions positives, la joie et la fierté, alors ce qu'on voit, c'est, pour regarder l'inflexion des courbes, hein, finalement, on a une diminution des émotions positives au fur et à mesure du déroulé de l'expérience. Voilà. Mais là encore, on s'aperçoit que c'est contrecarré par la présentation des dessins humoristiques, et notamment avec un petit regain de fierté après les exercices de mathématiques, en tout cas lorsqu'on leur présentait les dessins dans leur version drôle. Oui, tu peux. Alors pour l'anxiété des mathématiques. L'anxiété des mathématiques, on retrouve un résultat classique. Les petites filles, elles sont beaucoup plus anxieuses que les garçons. Voilà. L'anxiété aussi est plus importante après la tâche de mathématiques qu'avant. Mais ça doit être lu à la lumière d'une interaction donc, avec l'induction émotionnelle. Cette augmentation de l'intensité de l'anxiété n'apparaît pas quand les enfants voient donc la version humoristique des dessins. Voilà, donc ça permet aussi là d'éviter cette augmentation de l'anxiété qui semble arriver assez spontanément dès lors qu'on vous parle de mathématiques. Et pour la résolution de problèmes, alors ça c'est trop facile, ça marche bien. Alors déjà, les enfants ont très très bien réussi, le score maximal était de 5, ils ont très bien réussi l'épreuve de mathématiques. Ça fonctionnait bien. Les petites filles ont réussi aussi bien que les garçons. Elles font mentir les stéréotypes de genre. Ces stéréotypes, ça j'aimerais bien vous en parler, mais une autre fois, qui menacent les petites filles et qui font, c'est vraiment le facteur depuis l'étude de Steele et Aronson en 1995, qui montre en fait que si nous sommes moins nombreuses à choisir des carrières scientifiques et déjà des filières scientifiques, c'est en grande partie à cause de ce vilain stéréotype de genre qui laisse à penser que nous sommes moins doués, moins prédisposés pour ces matières-là, comparativement aux garçons. Donc elles font mentir ce stéréotype, mais on voit les résultats nationaux qui globalement montrent que nous sommes aussi fortes, voire plus, jusqu'au collège, et puis la donne s'inverse après. Donc en tout cas, elles étaient super efficaces ici. On montre d'une manière générale un effet principal, c'est-à-dire qu'en conditions drôles, humour, les résultats, ils vont résoudre plus de problèmes que dans la condition non-humour. Et l'effet d'interaction que mentionnait Nathalie tout à l'heure, c'est surtout vrai pour les exercices les plus compliqués, sauf, juste là c'est un peu moins joli que tes résultats, ça apparaît que sur le problème 3, mais on va dire que c'est surtout vrai pour les résultats difficiles. Vas-y, tu peux y aller. Alors, les dessins humoristiques, avec une jolie faute d'orthographe. Ah, c'était pour voir si vous suiviez.
C'est une stratégie payante donc pour la résolution des problèmes. Cette présentation d'humour, induire les enfants dans un état émotionnel positif, donc un vrai bénéfice pour les émotions, ça permet de contrecarrer l'augmentation des émotions négatives et la diminution de certaines émotions positives. Voilà, ça a un effet magique sur l'anxiété des mathématiques. On aurait pu tester ça aussi en interaction avec le genre, mais voilà, les données sont toutes fraîches, donc il faut que je gratte un petit peu là-dedans. Et voilà. L'anxiété, alors on a essayé de regarder aussi le lien entre l'anxiété des mathématiques et les performances. On n'a pas trouvé de corrélation du tout, donc il semblerait que l'anxiété ne puisse pas à elle seule, en tout cas, expliquer les performances, en tout cas à la lumière de ce qu'on a vu dans la littérature spécialisée et à la lumière des quelques résultats qu'on vient de vous présenter. Et en tout cas, eh bien, je crois que c'est important de prendre en compte le contexte émotionnel dans les apprentissages et dans l'évaluation, et en l'occurrence des épreuves mathématiques. C'est pas fini? On a gardé le meilleur pour la fin. Donc le projet qu'on voudrait mener dans la continuité de ce qu'on vous a raconté ce matin, puisqu'on est porteur de projet, l'idée c'est vraiment de continuer dans la série de ces expérimentations et notamment de pouvoir reproduire l'étude 3, mais de continuer à aller un petit peu plus au fond des choses. Donc l'idée pour nous, ça serait vraiment à la fois de reprendre les travaux qu'on a menés, mais d'avoir un échantillon évidemment plus conséquent pour chacune des classes d'âge, prendre en compte le niveau aussi des élèves en mathématiques, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, avec la possibilité aussi d'étendre les classes d'âge considérées du CE2 au CM2, de mettre en place un suivi sur l'année scolaire, ce qu'on n'a pas pu faire, nous ici c'était vraiment une étude ponctuelle, puisqu'on a vu les enfants 2 fois. Et avec l'idée de quand même s'interroger sur une extinction possible des effets positifs de l'humour avec un phénomène d'habituation, donc ça ce serait évidemment à vérifier, d'intégrer des mesures qui sont relatives à la motivation des élèves et au sentiment d'auto-efficacité, donc ça c'est des aspects qui nous intéressent, donc de pouvoir aussi compléter par rapport à l'étude 3 sur ces 2 aspects-là, et puis de toujours aller vers un déploiement toujours plus écologique, on pourrait dire, en formant les enseignants pour qu'ils soient vraiment partie prenante et que ce soit une intervention conjointe. Et puis, on a aussi pour ambition, dans la continuité de ces travaux, d'envisager une autre utilisation de l'humour avec la production d'illustrations qui serait introduite dans les exercices mêmes, de façon à favoriser la régulation émotionnelle au moment même où ils sont engagés dans la résolution de ces exercices. Donc c'est un projet qui a un coût modéré, il faut effectivement qu'on puisse à la fois avoir du personnel de soutien pour le déploiement des études sur toute l'académie. On ferait appel à un dessinateur professionnel, je le signale, on l'a déjà fait pour l'évaluation des compétences de compréhension chez les enfants, on a fait produire des petites vignettes, on sait qu'on peut travailler avec un dessinateur professionnel pour produire des petits dessins bien spécifiques dans le cadre des expérimentations. Des frais tout à fait classiques d'impression des livrets. Et l'idée, c'est vraiment en matière de livrables, qu'est-ce qu'on pourrait fournir en retour? Eh bien, tout un matériel pédagogique qui serait validé par l'étude, qui serait facilement utilisable et diffusable à tous, notamment les petits dessins aussi qui pourraient être utilisés parce que il n'y a pas de batterie de dessin actuellement qui permet de le faire. Évidemment, diffuser les résultats de la recherche, mais aussi penser un petit module de formation des enseignants pour les sensibiliser beaucoup plus à l'utilisation de l'humour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos drôles de dames, du coup. Et puis, je prends les questions pendant 5 minutes. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous pouvez revenir sur la slide où il y avait les différents niveaux de difficulté? C'était Emmanuel qui l'avait présenté tout à la fin, là, en faisant un petit raccourci, voilà, en disant que c'était sur les problèmes les plus difficiles que les effets apparaissaient, en disant, bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est pas vrai pour le problème 4, mais je pense que c'est plus intéressant que ça. C'est en fait sur les problèmes de difficulté moyenne que vous avez les résultats, mais bien entendu, quand les choses deviennent trop difficiles, vous ne pouvez plus avoir d'effet des émotions. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le lire plutôt que de dire... Parce que je ne veux pas dire, mais si vous me faites résoudre un problème d'équation structurelle maths sup, les fesses de Bart Simpson vont mettre un tout petit peu accessoire pour cette activité. Oui, on est d'accord. Et puis, deuxième question, en ce qui concerne les mécanismes cognitifs, vous n'en avez pas tellement parlé finalement. Et est-ce que vous pourriez en dire 2 mots? Comment est-ce que vous voyez
expliquer au niveau cognitif les effets que vous trouvez? Oui, non, je n'ai pas la diapo du modèle. En fait, on a produit un petit modèle avec Emmanuel. L'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on a observé, en tout cas dans la littérature, c'est que l'humour, ou en tout cas les émotions positives, vont avoir pour effet d'engager plus facilement l'attention, consolider en mémoire plus facilement aussi les informations, c'est-à-dire la trace en mémoire est plus saillante. Et parallèlement, donc ça a un effet à la fois sur les aspects cognitifs, les ressources attentionnelles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vrai qu'on trouve de la littérature qui tente à penser que l'introduction d'émotions dans les situations d'apprentissage peut être délétère. Nous, en tout cas, ce qu'on a vraiment regardé et observé, c'est qu'on a effectivement un intérêt, une attention plus focalisée aussi sur les éléments qui sont à traiter, un meilleur ancrage en mémoire, et donc on a travaillé aussi sur la compréhension, une meilleure compréhension des éléments qui véhiculent des émotions. Et parallèlement à ça, on a regardé sur la sphère du coup émotionnelle. Donc il y a un abaissement des émotions négatives qui peuvent amener à des pensées intrusives, notamment des pensées intrusives qui sont délétères quant à l'auto-efficacité, le sentiment de compétence qui peuvent être engagés dans la tâche. Donc en fait, on a à la fois un effet sur le fonctionnement cognitif en termes d'allocation de l'attention, ancrage en mémoire des informations, processus de compréhension plus soutenu, et en même temps un effet sur les émotions négatives qui sont abaissées et qui empêchent, entre guillemets, ou qui abaisse la survenue de pensées intrusives en termes de compétences et d'auto-efficacité. Ok. Et l'émotion négative, c'est pas forcément l'anxiété aux mathématiques alors? Non, pas forcément. Ouais, très Voilà. bien, merci beaucoup. J'en profite juste pour une petite question, parce que jusqu'à présent, donc si j'ai bien compris, les enfants que vous avez testés, vous avez un espèce de continuum de leur niveau d'anxiété mathématique. Est-ce que vous avez cherché à voir ce qui se passait pour les enfants qui vraiment, en fait, ils présentent pas tous une anxiété mathématique, si vraiment vous considérez si certains d'entre eux avaient vraiment une anxiété mathématique significative, et est-ce que c'est le même type d'effet que vous Oui. observez Est-ce qu'il y a un chez eux? effet différencié en fonction de l'anxiété de l'enfant initiale? Oui, 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 si on non. considère Voilà, aussi. mais voilà. Donc j'ai vraiment les mains dans le cambouis. J'aime ça, hein, mais pas au point d'avoir travaillé cette nuit. Effectivement, ce sont des travaux des traitements qu'il faut faire encore. On a les données pour le faire, même si l'échantillon n'est pas très large, d'où aussi l'intérêt de poursuivre ces études. Mais voilà, différencier, regarder si on a un pattern différent de comportement en fonction du profil de l'enfant. Et je voudrais regarder aussi si cette anxiété des mathématiques médiatise justement la relation aux performances, donc tester en tant que médiateur des résultats. Okay. Donc, Parce que justement, ce que vous expliquez en termes de potentiel mécanisme cognitif, on peut s'imaginer que c'est les enfants qui ont cette anxiété mathématique, leur attention elle est déjà complètement accaparée par leur anxiété, et dans quelle mesure cet humour va venir. Oui, voilà. Ou est-ce qu'il y aura un effet booster pour ces Mm. enfants comparativement aux autres? Non, mais c'est vraiment une question qu'il faut qu'on attendre la fouille, suite. mais voilà, il faut que je Merci. reparte dans les données. Oui, alors dans cette étude, il n'y a pas de corrélation. Donc comme il n'y a pas de lien statistique, c'est traiter la médiation d'un point de vue statistique, ça ne tient pas, quoi. Mais on peut quand même aller voir. Et puis bon, encore une fois, on est sur des échantillons qui mériteraient d'être, qui sont trop restreints. Non, j'avais des questions qui étaient similaires à ça. J'ai eu une, c'est très intéressant du coup. Est-ce que vous pensez que c'est spécifique aux mathématiques pour le coup, ou c'est quelque chose est-ce que vous avez essayé de faire ça sur d'autres choses, des dictées par exemple, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment spécifique aux mathématiques dans ce que vous montrez, et c'est une même notion générale sur l'anxiété plus générale par rapport à l'anxiété des mathématiques? En fait, pour être complètement honnête, c'est vrai qu'on est venu vraiment de façon assez opportuniste regarder si ça fonctionne sur les mathématiques, parce qu'en fait, on a fait des travaux qui sont assez semblables au niveau de la dictée. En fait, c'est comment est-ce que les émotions qui sont mobilisées en situation de réalisation d'une tâche à l'école, comment les émotions viennent soutenir ou alors plutôt empêcher la bonne réussite des élèves à la tâche en question. Et donc là, c'est vraiment dans ce cadre-là en fait qu'on est venu à s'interroger sur la question des émotions dans la situation de résolution de problèmes en mathématiques. Et c'est vraiment sur ce chemin-là qu'on est venu s'intéresser aux mathématiques, et avec l'idée que
finalement, l'anxiété des mathématiques, c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup étudié, mais pour lequel, finalement, on n'a pas suffisamment d'éléments sur comment est-ce qu'on peut contrecarrer cette anxiété des mathématiques et dans quelle mesure, en fait, l'humour, il y a tout un pan de la littérature scientifique qui envisage l'humour comme une stratégie de coping. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, ça pourrait être intéressant vraiment de regarder dans quelle mesure on peut abaisser cette anxiété des mathématiques en convoquant cette stratégie de coping qu'est l'humour, dont on connaît aujourd'hui les effets dans plein de situations, et notamment dans des situations de vulnérabilité des individus. Voilà. Une dernière question. Je voudrais juste compléter parce que est-ce que c'est spécifique aux mathématiques ce qu'on cherche? Pas du tout, on vient de vous l'expliquer. Mais quand on lit sur émotion et mathématiques, je disais, il y a anxiété des mathématiques qui sort. Or, les études internationales montrent que les élèves chinois qui ont les meilleures performances en mathématiques ont un taux d'anxiété des mathématiques très élevé. Et moi, c'est une énigme que je trouve intéressante pour la littérature, puisque ça permet d'introduire d'autres émotions dans la considération du lien entre anxiété des mathématiques et résolution de problèmes mathématiques. Et il y a des super travaux qui ont été faits chez l'adulte et un peu chez l'enfant, avec Diléo, où on regarde la dynamique justement émotionnelle de la résolution de problèmes complexes avec des impasses. Et ce qui est très intéressant, c'est toujours de comparer aussi adulte et enfant, c'est que quand on est face à une impasse dans un problème, normalement c'est le cas des problèmes complexes, il y a un moment où on se dit mince, c'est pas fluide, je trouve pas vite. Bien, les émotions positives, elles permettent, il y a beaucoup de modèles théoriques, mais pour les positifs, c'est Fredrickson qui a sorti le plus gros modèle, permet d'activer beaucoup plus d'unités sémantiques en mémoire. C'est pas pour rien que les mots positifs agissent, c'est que ça permet d'ouvrir à la créativité. Les adultes, ils vont être curieux, ils vont essayer de relever l'impasse. Les enfants, ils rentrent tout de suite, ils s'arrêtent au niveau émotionnel, ils sont tout de suite dans la confusion, ils n'ont pas cette curiosité qui s'allume, et d'autant plus quand ils ont l'anxiété des mathématiques. Donc la dynamique émotionnelle, elle accompagne les processus cognitifs et à chaque fois des différents, élargir son réseau, activer en mémoire, consolider, mobiliser l'attention, engager dans la tâche. Enfin, il y a beaucoup d'explications. Le modèle est très très complexe. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'avais une question plutôt sur l'étude 3, du coup, au moment où vous présentez les résultats par rapport à la honte et aux émotions négatives, en fait. Est-ce que, du coup, il y a une interaction par rapport à la réussite des enfants? C'est-à-dire, est-ce que les enfants qui ont moins bien réussi ressentent plus de honte après ou pas? Est-ce que vous avez regardé? Merci. Non, ça, on n'a pas regardé non plus. Ouais. C'est des choses à regarder. Une toute dernière question. Merci pour la présentation. Ça m'a soulevé la question de un peu la distinction entre les émotions incidentes et les émotions intrinsèques ou intégrales, on peut les appeler différemment. Mais c'est vraiment, il y a d'un côté, parce que quand on parle avec des gens qui aiment les mathématiques, il y a aussi une dimension, on va dire, plaisir, mais qui est liée aux notions mathématiques manipulées, vraiment à l'envie de trouver une solution élégante. Il y a des dimensions esthétiques. Donc il y a un côté, ce qui sont les émotions intégrales ou intrinsèques, où ça va vraiment développer le plaisir, mais propre aux mathématiques même. Et puis les émotions incidentes, celles que vous présentez plus tôt, c'est celles qui sont introduites pour mettre l'individu dans un état favorable, mais presque de façon orthogonale à l'objet même, ce qui était un peu ce que disait Jérôme aussi sur le fait que ça pourrait être potentiellement n'importe quelle discipline. Donc ça m'intéressait un peu d'avoir votre point de vue sur est-ce que les deux sont en fait deux champs complètement dissociés, ou est-ce qu'il y a des manières potentielles de les faire se nourrir l'un l'autre? Non, ouais. Alors, dans nos études, les champs sont complètement dissociés. Maintenant, quand on travaille dans le modèle de Pécroun sur les émotions académiques, on va s'attacher cette fois-ci à la valeur qu'on accorde à la tâche, ou que la famille, par rapport à ce qui a été présenté hier, accorde à la tâche, et le sentiment de contrôle de l'enfant. Mais c'est vrai que le plaisir de faire les opérations, on l'a jamais mesuré.